Bonjour, bon début de journée, c'est Catherine Perrin qui vous parle. Et quand mes premiers invités sont entrés dans le studio, sont installés devant moi, j'étais en train de lire les 3 dernières pages du livre de Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Éric Pinault est entré en même temps que lui. Bonjour. Bonjour. Et ils m'ont fait un petit résumé ensemble à 2 voix de ces 3 dernières pages-là. On va parler bien sûr de ce livre intitulé Fin de cycle. On va aussi, pendant cette émission qui ne dure qu'une heure, je vous rappelle, parce qu'on prête notre deuxième heure cette semaine à cette magnifique série sur Michel Tremblay, pendant cette heure à nous, on va avoir notre chronique musique parce que c'est mardi. Et on va aussi parler de Jeremy Lin, phénomène scientifique et sportif, je dirais presque, du basketball américain. Il vient de sortir du banc où il était installé confortablement parce que personne ne lui faisait vraiment confiance depuis quelques semaines. Il est la grande vedette, vraiment une étoile filante ou un nouveau champion qui va s'établir pour longtemps. C'est de ça qu'on va débattre avec Renaud Saint-Laurent, qui est un journaliste sportif et qui a lui-même joué au basketball longtemps, et Mario Masson, journaliste scientifique à l'émission Découverte. Mais d'abord, donc, devant moi, Mathieu Bock-Côté et Éric Pinault, parce que, en fait, ce qui est amusant, c'est que vous êtes tous les deux de l'UQAM. Mm-hmm. Et ce matin, c'est vraiment, on va prouver une fois pour toutes que l'UQAM, c'est peut-être pas aussi, finalement, en uniforme qu'on tendrait à le croire. Vous êtes donc Éric Pinault, bien sûr, professeur au département de sociologie. Et vous, Mathieu Bock-Côté, chargé de cours au même département, essayiste. Et est-ce qu'on pourrait dire polémiste ou c'est pas un mot que vous aimez vraiment? Non, c'est pas un terme que j'utilise. Non? Je dis souvent, et pardonne-moi de vous le dire, mais le seul endroit où on me présente ainsi, c'est à Radio-Canada. Normalement, on dit sociologue et chroniqueur. Sociologue et chroniqueur. Je considère que le terme est plus adéquat. D'accord. Mathieu Bock-Côté. Avec un certain goût pour la polémique quand même. Là, j'ai toujours dit, lorsque mes idées sont polémiques, malgré moi, j'accepte le conflit, mais je ne cherche pas la polémique en elle-même, et encore moins la confrontation inutile à la manière d'un style éditorial. Et le polémiste, ce serait celui qui cherche toujours systématiquement le conflit dans un sens. C'est à tout le moins qu'on présente la figure du polémiste ainsi, aujourd'hui. D'accord. Mathieu Bock-Côté, c'est drôle, en allant présenter mes invités à l'émission de René au Miroir, à l'émission du matin ici, je disais que j'étais en train de terminer votre livre et que c'est dans le dernier chapitre que tout d'un coup, tout devient clair pour moi, parce que vous situez votre parcours d'une manière personnelle, vous situez votre milieu. J'aimerais que vous nous le présentiez. Présentez-nous papa et maman ce matin pour commencer, Mathieu Bock-Côté. Je le ferai avec grand plaisir. Puis on va s'amuser à demander la même chose à Pinault après ça. On n'a jamais fait ça. Alors, j'explique finalement dans ce dernier chapitre, l'épilogue, mon conservatisme. J'explique ce qu'on pourrait appeler mon éducation conservatrice, c'est-à-dire quelles sont les origines familiales de mes idées politiques d'une certaine manière. Donc, né dans un milieu où le père est un nationaliste de conviction, un historien, professeur au collège de Rosemont, de la vieille école de Maurice Séguin, donc, qui a enseigné au cours classique avant de fonder le département d'histoire du collège de Rosemont. Ma mère vient, quant à elle, du milieu rural québécois, de l'Outaouais rural, de Notre-Dame-de-la-Paix. Alors, non seulement ils viennent d'une autre époque, mais presque d'une autre civilisation, c'est-à-dire un monde qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Et ce sont des personnes pour lesquelles j'ai une admiration infinie. Mon père, parce qu'il a incarné pour moi une forme de droiture, il m'a transmis de la fidélité à certains principes, certaines valeurs qui me semblent fondamentales. Quel genre de valeurs? L'enracinement, la fidélité à la parole donnée d'une certaine manière, cette fidélité à un certain héritage québécois. Et quant à ma mère, elle a incarné ces valeurs, elle qui n'est pas une intellectuelle, elle qui s'amuse de voir le père et le fils débattre sur la fin du Québec, l'effondrement de l'Occident et ainsi de suite, ou les préférences du jour, et qui s'en amuse, mais qui partage ces valeurs en les incarnant. Je dis dans le livre que mes parents m'ont permis de découvrir, avant même que je réfléchisse à la politique, ce que voulait dire la figure de l'héritier. C'est-à-dire, on ne vient pas de nulle part, on hérite de quelque chose, et cette figure de l'héritier, donc, va irriguer ma réflexion politique, a toujours irrigué ma réflexion politique, et aujourd'hui, elle est devenue centrale, c'est-à-dire, nous ne naissons pas à partir de rien, ni l'individu, ni la société, et c'est en s'appropriant un certain héritage culturel, intellectuel, collectif, qu'on peut justement s'humaniser d'une certaine manière, qu'on peut certainement participer véritablement au débat public. Bon, et on ne peut pas, et c'est un peu sous-jacent, bâtir sur une pensée technique une société de toutes pièces. Voilà, c'est-à-dire cette espèce d'illusion gestionnaire, cette illusion managériale, technicienne, comme si la politique était vide d'enjeux existentiels, vide d'enjeux culturels, l'hyper-pragmatisme aujourd'hui qu'on nous présente, comme si la politique n'était qu'une affaire d'experts et de compétences, et non, il y a une dimension existentielle en politique, affective. Il y a une charge philosophique, et je cherche à l'expliciter. Mais justement, Éric Pinault, jusque-là, vous avez l'air... Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je pense qu'un des grandes dérives... Est-ce que vous venez d'un milieu un peu similaire ou non, pas du tout? Vraiment pas. Non? Vraiment pas. Moi, je viens d'un milieu classe moyenne très typique. Grands-parents qui, eux, étaient milieux ruraux, bas du fleuve et vallée de la Matapédia. Des parents qui ont vécu vraiment
le profil du Fordisme. Alors, mon père a commencé comme mécanicien. Du Fordisme? Fordisme, c'est-à-dire cette économie là, du 20e siècle où on a essayé d'intégrer les travailleurs, les salariés, on leur a promis l'ascension sociale, surtout s'ils faisaient des démarches en termes de formation. Alors, mon père a commencé mécanicien dans les grands chantiers du nord du Québec, mais il a suivi une formation d'ingénieur le soir. Et finalement, il est devenu cadre moyen de grande entreprise. Excusez-moi. Et a fait son ascension. Et bang, les années 80 arrivent et tout à coup, ce milieu-là se déstabilise. Et mon père est une des, avec les milliers d'autres victimes des grandes restructurations des années 80. Donc, on se ramasse du jour au lendemain. Mon père sur le chômage, perd l'auto. La maison appartenait à la compagnie, fait que la maison aussi, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on vit un choc identitaire. C'est intéressant. Puis ce choc-là, il génère quoi? Vous étiez quoi, adolescent à ce moment-là? Moi, j'étais adolescent, oui. Et donc, ce choc-là engendre, du point de vue de mon père, il avait... dans son sous-sol, c'était son bureau à lui, son espace. Et il y avait sur le mur un petit carton, une boîte de carton qui était vissée dans le mur, qui était plaquée dans le mur. Et c'était écrit en anglais. Mon père est un anglophile, pris dans la vague trudeauiste dans les années 70. C'était marqué « Si vous voulez succéder en affaires », et tu enlevais la boîte, et en dessous, il y avait une vis, et c'était marqué « Everybody ». Ça veut dire quoi, là? Screw everybody. Oh, excusez-moi. Alors, ça, c'était... Alors, moi, j'ai grandi avec ça. Et il m'a dit, j'ai mis ça là, pas parce que j'y crois, mais parce que c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il a quitté cet univers-là pour se partir d'une petite entreprise de robotique. Il a fait son chemin. Bon. Ouais. Alors, ça, c'est un côté, mais l'autre côté, c'était des trudeauistes, des gens qui croyaient fermement dans le rêve canadien, au point où moi, j'ai été élevé en bilingual. Et que j'ai perdu mon français à l'âge de 9 ans et que j'ai été obligé à 8 ans, j'ai été obligé de réapprendre mon français. Mais est-ce qu'il y avait un des deux parents qui était des francophones, pas du tout, mais convaincu de la nécessité. Mais qui n'étaient pas militants politiquement, mais qui ont cru dans le rêve de Trudeau. Mais c'est extraordinaire. Là. On vient d'entendre vos deux exposés, puis c'est comme si ça expliquait complètement. Bon, mais il ne faut pas simplifier à outrance, mais ça explique en partie. Je ne dirais pas complètement, mais je dirais il y a dans l'histoire de chacun, il y a toujours l'origine d'une réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un objet? Qu'est-ce qui fait qu'on s'approprie une question et qu'elle nous obsède, qu'on la travaille sans arrêt? Moi, évidemment, comme je sais, c'est la question nationale. C'est-à-dire, comme je disais dans la famille, je le raconte dans le dernier chapitre, je crois que c'est à 7 ou 8 ans, le paternel fait jouer le 33 tours du général de Gaulle lorsqu'il était ici en 1967. Et là, j'écoute ça absolument fasciné. Et mon père en parle de manière tout à fait éloquente. Et je comprends que c'est quelqu'un que je dois aimer si à ce moment-là, je veux m'attirer le bon regard de mon père. Et manifestement, donc ça, c'est la psychologie de l'enfant, mais manifestement, c'est quelque chose qui laisse une trace en moi, cette fidélité, donc une certaine vision de la question nationale, une certaine idée de la... En vieillissant, on fait le tri ensuite, voilà, c'est-à-dire on fait un tri. L'homme, je dirais, l'homme hérite de ses pères, il n'a pas à les imiter. L'homme hérite de son père, il n'a pas à les imiter. Donc une fois que c'est dit, ces questions-là, on les reprend, on les examine à neuf. C'est le travail de la pensée, c'est le travail de l'intellectuel. Mais d'une certaine manière, à un moment donné, il faut payer sa dette. Et j'ai cherché à payer la mienne dans ce dernier chapitre, c'est-à-dire honorer à tout le monde une certaine dette intellectuelle envers le milieu qui est le mien. Oui. Mais en même temps, vous avez deux parcours. Là, vous vous racontez comme ça l'un et l'autre, Mathieu Bock-Côté et Éric Pinault. Vous écoutez, vous êtes intéressés par l'histoire l'un de l'autre. Quand est-ce que ça se complique? Dans la société humaine, c'est quand il faut mettre ça dans des boîtes, quand il faut former des alliances, moi, je pense quand il faut bâtir des partis avoir politiques. avoir des débats, se poser des questions où on veut aller. Et moi, je pense que c'est l'intérêt d'un livre comme celui de Mathieu, c'est justement de développer une position forte, sans complaisance, sans compromis, d'oser développer une position. Comme si moi, j'écrivais, avoir à faire ça, et peut-être que je vais être amené à le faire un jour, ça serait un livre sur pourquoi penser le socialisme aujourd'hui au Québec, qui prendrait en partie une grande partie de la gauche dite progressiste, avec laquelle moi aussi j'ai des difficultés, un peu comme Mathieu. Oui. Cette idée que tout à coup, la question sociale devient une question de différence plutôt qu'une question d'inégalité structurelle. Donc, vous iriez vous aussi dans l'histoire, comme Mathieu Absolument, le fait? Oui, parce que oui. Il y aurait des procédés assez similaires. Parce qu'on a une histoire aussi de gauche qui remonte aux années 30, aux années 20. C'est pas vrai que la gauche québécoise est inventée en 1965 autour de la Révolution tranquille. Alors ça c'est un des premiers points, je pense, un point important pour vous, Mathieu Bock-Côté, puis sur lequel vous allez sans doute diverger. Expliquez-nous justement cette vision que vous avez de la Révolution tranquille qui aurait fabriqué de toutes pièces, dans un sens, une nouvelle société. Là. C'est-à-dire, je crois que la Révolution tranquille est un moment indispensable de notre histoire. On doit s'entendre, c'est-à-dire c'est un moment de refondation indispensable, de modernisation, d'affranchissement. Maître chez nous, quel merveilleux slogan dont on devrait se souvenir à l'occasion. Mais la Révolution tranquille porte en elle une face
d'ombre, c'est le mythe de la grande noirceur. La Révolution tranquille croit s'instituer en abolissant tout ce qui l'a précédé. La Révolution Et même tranquille, en le diabolisant. en diabolisant la souvent, figure de là, la dans grande votre livre. noirceur, donc une forme de diabolisation du passé canadien-français. On ne se contente plus de critiquer Duplessis, par exemple. On dit que Duplessis, c'était l'expression politique d'une culture pathologique. Donc, la Révolution tranquille, indispensable, mais au même moment exagérée. Là, l'idée d'indépendance au Québec précède la Révolution tranquille. On pourrait dire qu'elle a toujours été là, mais dès les années 20, elle remonte à la surface de la conscience collective, mais il va falloir attendre les années 60 pour qu'elle devienne un projet politique. Mais le problème de l'indépendance telle qu'on l'a connue au Québec, je crois, c'est qu'elle a été très rapidement confisquée par un certain progressisme qui a dit la chose suivante: l'indépendance est la poursuite du progressisme par d'autres moyens. Au début des années 60, c'est la gauche décolonisatrice. Autrement dit, on ne veut plus faire l'indépendance pour des raisons historiques et identitaires. Elle devient simplement le prétexte à un nouveau projet de société. Ça se fusionne. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une fusion. Au début des années 60, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a une certaine gauche décolonisatrice qui va, finalement, nous faire croire qu'on est ici en Algérie, au Vietnam, et qui va décider de jouer le jeu de la décolonisation de manière exagérée, la rhétorique révolutionnaire. Ensuite, dans les années 70, ça va être le côté social-technocratique, social-démocratique, donc la souveraineté comme instrument de modernisation technocratique, sociale, économique du Québec. Dans les années 90, ça va même être le multiculturalisme. Les souverainistes vont être intoxiqués d'une certaine manière par le mythe de la mauvaise conscience, et là, ils vont vouloir... Beaucoup en réaction, vous le dites, à Parizeau, et ainsi de suite. En 1995. Alors moi, ce qui me marque là-dedans, c'est deux choses. La souveraineté, l'indépendance, la question nationale ne devrait appartenir à aucun camp, ni à la gauche, ni à la droite. À la fin des années 50, la question nationale était confisquée par les traditionnalistes et les conservateurs. Et il fallait à ce moment-là rompre les liens entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, la question nationale, 50 ans après la Révolution tranquille, on peut constater qu'elle a été confisquée par un certain progressisme. Et juste dernier point là-dessus. Quant à l'indépendance du Québec, elle devrait transcender, si elle peut renaître, cette idée. Si aujourd'hui, on veut que cette idée renaisse, il ne faut pas faire semblant qu'il suffirait d'un déclic dans l'opinion. Il faut faire un bilan de ce qui a échoué jusqu'à présent, comprendre ce qui a échoué pour voir ce qui pourrait renaître. Là-dessus, Éric Pinault, le fait que vous avez eu l'air d'approuver que la question, l'idée de l'indépendance ne devrait pas appartenir ni à la gauche ni à la droite. Non, elle ne devrait pas. On devrait avoir un débat sur est-ce qu'on veut faire société. Et une fois qu'on a ce débat-là, mais après ça, faire société, après ça, ça peut impliquer différents modèles. Différents modèles. Il faut être capable, je crois, d'avoir un débat gauche-droite, conservateur, socialiste, sans tomber dans t'es pas souverainiste assez, donc t'es de part ou d'autre. Oui. Et c'est tout ce mélange des catégories. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur la lecture historique. La lecture historique, parce que je pense que chaque mouvement qui se constitue, incluant, je dirais, un nouveau socialisme ou un nouveau conservatisme, doit se construire une altérité radicale. Alors, après donc, un camp opposé. Et là, maintenant, on a dans le livre et dans tes propos la grande noirceur progressiste. on a cette... Et pour moi, il y a beaucoup plus à aller chercher dans les années 70, 60, 80 que juste un moment de dérive progressiste. Ah ben non, faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je dis la Révolution tranquille est un authentique moment d'affranchissement, un authentique moment d'émancipation, et je dis même à la fin du livre, je le dis un peu partout, aujourd'hui, 50 ans après la Révolution tranquille, il faut pas faire l'erreur de 1960 en disant les 50 dernières années, il n'y a pas de grande noirceur progressiste. Tout comme il n'y avait pas de grande noirceur conservatrice. Et ce que je dis dans le livre, je le dis, s'il y a un élément positif dans le contexte actuel, c'est qu'on est peut-être un moment où le Québec peut réconcilier ces deux héritages. Il peut réconcilier l'héritage de la Révolution tranquille parce qu'il y en a un, qui est un héritage de laïcité, qui est un héritage d'émancipation, qui est un héritage d'affirmation du fait français, et l'héritage qui vient d'avant 60, qui est un héritage d'enracinement, qui est un héritage presque occidental d'une certaine manière, qui se livre aujourd'hui à travers, par exemple, la question de notre rapport au passé catholique. Comment tenir ensemble ces deux héritages? Comment féconder les deux héritages du Québec pour justement surmonter, 50 ans plus tard, cette fracture radicale? Oui, l'occidentalisme. C'est une catégorie qui me fascine. Qui surprend, qui surprend. Dans je vois à peu près d'où c'est qu'elle vient. Un patriotisme occidental, c'est surprenant. Oui, mais je vois à peu près d'où c'est qu'elle vient. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le tri qu'on fait de ce qui est occidental et ce qui ne l'est pas, tout ce qu'on associe à la nouvelle gauche, qui pour moi, alors là, je parle de la nouvelle gauche des années 60, de cet élan... en Amérique du Nord, la nouvelle gauche, elle s'abreuve au radicalisme de la Révolution américaine autant qu'elle s'abreuve au marxisme et au socialisme. C'est une tradition qui s'enracine dans le populisme de la gauche nord-américaine. Et donc, pour moi, on ne peut pas faire congé de ce moment de la nouvelle gauche et de ce qui se passe dans les années 60-70 au Québec comme quelque chose qui ne serait pas de notre tradition. Après ça, l'occidentalisme, pourquoi tout à coup, on n'a pas eu besoin de cette catégorie-là et pourquoi tout à coup la ramener? Évidemment, on la ramène parce qu'il y a un autre. C'est qui l'autre
de l'occidentalisme. Quand on affirme notre occidentalisme, c'est un peu c'est contre qui on le fait. J'avais hâte de vous entendre là-dessus, Alors, Mathieu la question Bocoté. est la suivante. L'héritage de la Révolution tranquille nous dit qu'est-ce qui est au cœur de l'identité nationale? C'est la langue. Et très justement, la langue au Québec, on ne peut pas en faire l'économie. Elle est fondatrice, elle est fondamentale, elle marque notre appartenance à la civilisation. Elle marque notre appartenance à la civilisation occidentale. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise des accommodements raisonnables, il y a quelques années, ce qu'on voit avec la crise du multiculturalisme un peu partout en Occident, c'est que l'identité québécoise ne saurait se réduire par ailleurs à la langue. Il se dévoile aujourd'hui, et on l'a vu comme dans la crise des accommodements raisonnables, lorsqu'on dit ces comportements sont légitimes, d'autres ne le sont pas, cette pratique est légitime, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça nous dit que le Québec s'inscrit dans un espace civilisationnel. Le Québec n'est pas, je dirais, isolé sur le plan identitaire. Le Québec appartient à une civilisation qui est la civilisation occidentale. Or, le problème des années 60, là-dessus je reviens sur ça, c'est qu'on a un peu occulté cet héritage occidental. Au début des années 60, parce qu'on a préféré se voir dans le camp de la décolonisation, on s'est imaginé une appartenance fantasmatique au tiers-monde. C'est-à-dire le Québec était finalement plus proche de l'Algérie, du Vietnam, que de la France ou que des États-Unis, alors que c'était faux. C'est peut-être faux historiquement, mais Éric Pinault, donc, juste un point là-dessus. Donc, ce n'est pas une appartenance qui se constitue contre quoi que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, on doit se réapproprier une vision plus riche. Il y a un contexte politique actuel. J'en suis bien conscient. On peut pas, quand on utilise le mot occidental depuis 2001, mais le mot occidental, ça s'inscrit dans quelque chose. La civilisation occidentale n'est pas réductible à l'usage polémique qu'on peut en faire dans le contexte du 11 septembre 2001. Je considère qu'aujourd'hui... D'autant plus que les accommodements raisonnables se construisent par rapport à une culture qui est intimement liée à cet imaginaire démonisant l'arabe, le musulman. Oui, mais c'est pas de ça dont je parle là-dedans. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un terrain potentiellement glissant, Mathieu Bocoté, quand même? Toutes les idées politiques sont potentiellement glissantes. Mais dire aujourd'hui que nous appartenons à la civilisation occidentale et que les Québécois, lorsqu'ils se définissent leur sentiment identitaire, qu'ils font mention de cet héritage occidental, est-ce que c'est exagéré? Ensuite, est-ce que cette idée peut être utilisée de manière abusée? Je ne la vois pas utile. Moi, je la crois utile lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on nous dit la question de la burqa, la question du niqab, qui traîne quelquefois dans l'espace public, pourquoi réagissons-nous aussi viscéralement? Parce qu'on sent à partir de certains seuils, les cultures peuvent évidemment, lorsqu'elles se rencontrent, elles peuvent s'enrichir. Elles peuvent s'interpénétrer et s'enrichir. Il arrive qu'il y ait des frictions. Et les carmélites, il faudrait réagir de la même manière? C'est pas la même chose. C'est la distinction entre l'espace privé et l'espace public. Il faut distinguer quand même ces choses-là. Donc, tout ce que je dis, puis par ailleurs, sur ce point-là, à la québécoise, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de ce patriotisme occidental? L'erreur, c'est ce que fait une certaine droite, à Québec notamment, mais pas seulement là, qui dit on abandonne la langue, on abandonne la culture, on abandonne l'histoire, mais on remplace tout ça par une espèce de nationalisme occidental très militant, tout ça. Donc le Québec met de côté la langue, mais redécouvre au même moment ses valeurs occidentales. Eh bien, non, certainement pas. Ce qu'il faut, c'est tenir ensemble, je dirais, ces deux références. Puis lorsqu'on parle de l'histoire du Québec en particulier, eh bien, ça veut dire se réapproprier le passé d'avant 1960 autrement que d'une manière caricaturale. Et ça se donne aujourd'hui à travers la question de notre héritage catholique. Est-ce que l'héritage catholique n'est qu'un héritage parmi d'autres au Québec ou est-ce qu'il a une portée fondatrice pour notre culture? Comment accoupler cet héritage avec la référence à la laïcité qui est aussi fondatrice et qui nous vient de nos 50 dernières années? Comment tenir ensemble ces deux héritages? C'est la question qui m'intéresse. Oui. Éric Pinault, dernière réaction. Oui, justement, moi, je pense qu'avant 1950, il y a beaucoup plus que l'héritage catholique. Je pense que l'héritage catholique, c'est une des composantes qui a joué d'ailleurs, qui a été important à certains moments, qui a été beaucoup moins important à d'autres moments. En Nouvelle-France, l'héritage catholique, c'est pas du tout quelque chose de structurant. Il y a beaucoup plus. Et il y a eu une construction pendant les années 40-50, une surconstruction de cet héritage catholique à travers l'œuvre de certains historiens qui ont survalorisé nos évangélisateurs qui sont allés chez les Hurons, chez les Iroquois. Et donc, il y a un imaginaire qui s'est construit. Et moi, j'ai pas besoin... oui, il est là, mais j'ai pas besoin de m'adosser de manière aussi forte à cet imaginaire-là. Parce que je ne réduis pas l'avant 60 au catholicisme. Je dis tout simplement que c'est la part de notre passé qui ne passe pas. Lorsqu'on regarde le passé d'avant 60, il y a une chose qui ne passe pas, c'est cet héritage catholique. Je ne suis pas croyant, je n'ai pas l'intention de le devenir. Rassurez-vous, quand on coupe la dernière phrase d'une chanson d'Édith Piaf,
tout le monde monte aux barricades. Oui, tout parti mais ça, confondu, heureusement, parce dans qu'il y a des tous les limites, il y a des milieux limites au à la Québec. sottise. Mais lorsqu'on veut enlever, par exemple, parce que ça est revenu comme débat quelquefois, la croix du drapeau. Lorsqu'on nous dit le drapeau est discriminatoire. Québec est Je l'ai discriminatoire. entendu Non, très mais ça, souvent, c'est- ça. Mais ça, là-dessus, Mathieu Bocoté, là, Non, c'est une frange qui s'agite. Ben non, mais oui, est-ce que c'est je un pense que débat les qui gens- revient à l'occasion? Lorsqu'on nous dit, par Mais c'est exemple... un débat qui, moi je pense par contre, et là je vais être d'accord avec Mathieu sur une chose, c'est un débat qui nous distrait. Et la critique du progressisme qu'on doit faire, je crois, c'est justement vis-à-vis de ces distractions qui nous empêchent de voir qu'il y a, il y a à gauche un discours à avoir sur des éléments, je dirais, beaucoup plus fondamentaux et qu'on est incapable de discuter. Parce que moi, j'ai un consensus, je vois un consensus différent de celui de Mathieu, mais il y a un certain consensus politique au Québec qui est, on est socialement progressiste, mais on est fiscalement, économiquement conservateur ou néolibéral, si tu préfères le mot, tu aimes peut-être moins conservateur. Et ça, pour moi, c'est un consensus à briser. À briser. Qui a été construit dans les 30 dernières années, que la gauche est incapable de parler d'économie, mais qu'elle peut parler par ailleurs de différence. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens de la gauche qui veulent s'en aller vers l'efficacité, puis de plus en plus de gens de la droite qui disent mais moi, je parle d'économie, c'est pas parler d'efficacité, justement. Le débat gauche-droite dont on parle, alors en quelques secondes, ce débat gauche-droite qui apparaît dans l'espace public, il est inévitable. Il ne devrait pas toutefois se constituer en censurant la question plus fondamentale de l'appartenance au Québec et ce que ça peut vouloir dire politiquement, la condition québécoise. Ce débat gauche-droite, autrement dit, qui apparaît dans l'espace public, ne devrait pas se constituer sur la censure de ce qui a fait la tradition politique québécoise depuis, finalement, plus qu'un demi-siècle ici, depuis un siècle et demi. Il y a un courriel intéressant de David-Alexandre Marié qui dit « Monsieur Bocoté nous présente cette semaine un livre dont le thème « Où situer l'échec souverainiste » que le Comité sur la souveraineté veut aborder. Pourquoi ne l'ont-ils pas inclus à ce comité? » Alors, une candidature, on présente votre candidature pour ce nouveau comité. Moi, je réponds souvent là-dessus que j'ai prêté depuis quelques années un serment d'infidélité à tous les partis politiques et je ne cherche pas à militer, je cherche à... C'est l'objet de ce livre. Hein. Certains m'ont dit « Est-ce que c'est un livre militant? » On m'a même demandé si j'étais devenu fédéraliste. Ça, c'est quand même la meilleure. Ah, non, parce qu'on m'a dit « Est-ce que tu es devenu fédéraliste? » J'ai dit non, je cherche simplement à comprendre pourquoi le projet auquel j'ai toujours adhéré est bloqué. Je résumais ça avec la question suivante. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir pourquoi on ne va plus nulle part. Ouais. Alors, c'est donc Fin de cycle. C'est le titre du livre de Mathieu Bocoté qui vient de paraître chez Boréal. Recommandations personnelles. Si vous le lisez, commencez par la fin. Je trouve que ce dernier chapitre où il nous présente son itinéraire personnel prépare bien la lecture de la suite. Merci N'oubliez beaucoup. pas de lire le reste. Non, bien sûr. J'ai bien dit commencer par la fin. Mathieu Bocoté, donc chargé de cours en sociologie à l'UQAM, et Éric Pinault, professeur au même département. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.